Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous Arnaud Salomon qui est fondateur et CEO de monpèlerin.com. Il va nous en parler aujourd'hui. Arnaud, comment est-ce que ça va? Au top, et toi, Lupo? Écoute, la grande, grande forme. Très content de t'accueillir. On a vraiment à cœur avec Jean d'accueillir des gens qui ont un vrai impact dans le Web3 et ce qui nous a plu, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu mets en place, avec nous, dans l'écosystème, c'est cet aspect évidemment, tokenisation. Toi, si aujourd'hui tu devais donner, une définition d'un petit peu les activités de ce que tu fais au quotidien avec Mon Pèlerin, comment est-ce que tu le ferais? Mmh. Alors ouais, mon pèlerin, effectivement, on a 2 lignes de service. On fait d'un côté ce qu'on appelle de l'on-off-ramp. Donc, l'on-off-ramp, classiquement, c'est acheter et vendre, du bitcoin, de l'Ether, des stables et cetera sur, on va dire, je crois une dizaine de blockchains différentes. Et on va dire la particularité de ce qu'on appelle l'on-off-ramp par rapport à un exchange, c'est l'aspect vraiment où on livre le client directement dans son wallet, hein, et le client transacte depuis son wallet avec ses clés. Donc à aucun moment, nous, on a un pouvoir de disposition sur les fonds des clients. Voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment c'est pour ça aussi que notre produit, le wallet s'appelle le Bridge Wallet, c'est vraiment de bridger, de faire un pont entre le monde traditionnel de l'IBAN et ce nouveau monde de l'adresse on-chain. Donc on essaie vraiment d'aller, et on pourra en discuter un peu du coup, on va aller même un cran plus loin dans ce sujet-là. Donc d'un côté, voilà, on fait du pure on-off-ramp. Le pure on-off-ramp, il est encore divisé en 2 sous-catégories, puisqu'il y a la catégorie, on va dire, grand public et entreprise. Donc pour des montants, on va dire, raisonnables, hein, c'est en gros jusqu'à 100 000, 200 000, etc. Ça passe dans cette catégorie-là. Et ensuite, on a la catégorie OTC. Donc OTC en anglais, ça veut dire over the counter. Ça veut dire, là, on prend le client pas sous une forme automatisée, systématisée, mais sous une forme d'accompagnement. Et là, on aide essentiellement les gens à faire des gros cash-out. Donc des gens qui ont fait fortune en crypto, qui veulent cash out une partie de cette fortune crypto en banque privée ici à Genève, donc dans des banques très prestigieuses. L'intérêt étant que la banque, elle est on va dire, au courant de tout l'aspect de la transaction. C'est ça qui est le plus important parce que finalement, à la base, ça a démarré parce que finalement, j'avais un copain en 2018 qui a voulu cash out une partie de ses bitcoins. C'est moi qui l'avais Orange Pill d'ailleurs à l'époque. Et il avait réussi à conserver ses bitcoins jusqu'en 2018. Et puis voilà, à un moment, sa femme a voulu acheter une maison. Donc il a voulu en cash out une partie, sauf que il est allé un peu de manière un peu bête et méchante, hein. Il est allé sur un centralized exchange. Il a cliqué sur Market Sell 2 millions. Et le problème, c'est qu'après, lorsqu'il a voulu récupérer ce virement bancaire, ça a sonné toutes les alertes, voilà, parmi les banques correspondantes, etc. Son argent est resté bloqué pendant des mois, vraiment des mois. Chaque contrepartie lui demandait la même explication, l'origine des fonds, la documentation qu'on appelle AML, tu sais, Anti-Money Laundering, la loi sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, je sais pas quoi. Enfin bref, donc il était en panique totale, il pensait qu'il allait jamais revoir ses sous. C'est vrai qu'il est venu me voir et à partir de là, on a dit non, c'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord, on fait la documentation. D'abord, on écrit bien ce qu'on appelle le compliance file. Ensuite, on va te présenter une banque qu'on sait qui est crypto-friendly, hein, qui accepte des fonds dont l'origine est la crypto. On leur présente ton dossier. Une fois qu'ils t'ont ouvert un compte à cet effet-là, pour ce cash-out, alors on opère le cash-out. Et donc, au moment où lui verse l'argent à mon pèlerin, en 24 heures, il a ses fonds, ses millions qui sont crédités sur son nouveau compte créé à cet effet. Donc voilà, c'est un peu les deux dessus. Donc on a le côté vraiment retail grand public, et puis le côté accompagnement de ce qu'on appelle les high net worth individuals ou les ultra high net worth individuals, donc les personnes qui ont une grande fortune à gérer. De l'autre côté, la deuxième ligne de produit que mon pèlerin fait, c'est la tokenisation. Donc nous, on est assez connus en Suisse pour avoir été la toute première société à avoir incorporé nos actions dans des tokens et avoir rendu ça légalement une seule chose. Ce qui veut dire que, techniquement parlant, le token holder est considéré comme un shareholder et protégé en tant que tel par la loi suisse et pas seulement par un contrat de droit privé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant ça, il y avait beaucoup de security tokens, donc des tokens de titres. Le problème de ça, c'est que c'était des tokens, on va dire, où les gens essayaient de mimiquer l'action. Donc, ils allaient donner un droit de vote, ils allaient donner un profit sharing sur le token, etc. Donc, ça allait mimiquer quelque part un peu l'action, mais légalement parlant, le token n'était pas une action.
Donc, alors, il disait oui, mais tu peux venir redeem le token pour être inscrit sur le registre des actionnaires, mais ça perdait un petit peu son sens. Hein. Donc, nous, vraiment, notre innovation là, on a travaillé avec un grand cabinet d'avocats qui s'appelle Liechtenstein à l'époque. Ça a été vraiment de faire reconnaître la qualité de shareholder au token holder et donc en tant que tel de le rendre protégé par la loi et pas seulement par le contrat de droit privé. Parce que si on lit bien d'ailleurs ces contrats de droit privé qui accompagnent quasiment toutes les émissions de tokens, la plupart du temps il y a une petite ligne dans le contrat qui dit by the way l'émetteur il peut faire ce qu'il veut, s'il a envie de changer tout ou partie du contrat ou s'il a envie d'en changer la qualification pour des raisons légales ou pour ci pour ça. Donc en fait techniquement tu achètes un truc qui ressemble plus à un donation token qu'autre chose parce que techniquement parlant l'émetteur peut changer ce qu'il veut quand il veut dans le contrat. Donc, c'était vraiment important pour nous d'apporter cette couche-là. Et voilà. Et depuis, on a d'ailleurs ajouté dans notre token qui s'appelle le MPS, donc le Mon Pèlerin Shares, hein, donc l'action de Mon Pèlerin. Le MPS, depuis, c'est pas seulement une action, c'est aussi un utility token en plus, puisqu'on a rajouté ce qu'on appelle des utilities dans le token, c'est-à-dire les possesseurs d'actions Mon Pèlerin, donc de tokens Mon Pèlerin, ont des trades gratuits, ils ont des trades gratuits jusqu'à un certain montant en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent. Ils ont ce qu'on appelle un référal plus important, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils réfèrent quelqu'un pour venir utiliser la plateforme, ils vont toucher une partie jusqu'à 50% des frais générés par l'utilisateur qu'ils ont onboardé, etc., etc. Donc depuis, le token s'est un petit peu enrichi pour lui donner aussi un peu de utility. Donc voilà, donc, comme on a été cette première société en Suisse à avoir incorporé nos actions dans des tokens, depuis on reçoit beaucoup de demandes pour faire des choses similaires. Donc on aide des sociétés à émettre des tokens. Et là, nous, on va avoir une grosse valeur ajoutée. C'est pas tellement sur la partie tech, puisque la partie tech, on va dire, elle est open source, c'est de la philanthropie. Hein, voilà, donc ça s'appelle le Bridge Protocol. C'est fait pour gérer l'émission de titres dans des tokens, de mettre des règles de restriction de transférabilité en fonction du contexte réglementaire, etc. Mais là, on va avoir une vraie valeur ajoutée, ça va être plus dans la partie paiement pour accompagner l'entrepreneur lors de la collection de fonds. Parce que s'il veut faire une vente, typiquement, quand tu vas voir ton banquier et que tu dis bonjour, je vais collecter des virements bancaires de la planète entière, en général, ton banquier il ferme ton compte, il dit d'aller voir ailleurs. Donc, c'est là où Mon Pèlerin, nous, on met à disposition des IBAN pour l'entrepreneur sur lesquels il va pouvoir collecter les fonds. Nous, on va s'occuper de la documentation, donc de faire ce qu'on appelle le KYC, donc l'identification des investisseurs et des participants. De faire la documentation évidemment aussi AML en fonction des montants investis, etc. Et de s'assurer que du coup, les fonds soient ce qu'on appelle bankable, ce qui veut dire que du coup, les fonds sont suffisamment bien documentés pour que tu puisses demain cash out ces fonds en banque, etc. Donc voilà, donc ça c'est on va dire, en gros ce qu'offre Mon Pèlerin. Ok, trop bien. Ah, c'est super intéressant. Ok, ok. Du coup, c'est intéressant parce que comment est-ce que tu définirais justement, alors tu as dit donc le nom de ce token, MBS, c'est ça si je dis pas de bêtises? MPS, Mon Pèlerin Shares. MPS, pardon. Le MPS, du coup, est-ce que vous lui avez donné un nom, un type de token? Parce que tu me dis, c'est aussi comme un utility, mais donc dans votre vision, c'est pas forcément un security. Est-ce qu'il y a un nom aussi? Est-ce que c'est comme une crypto? Comment est-ce que toi tu le définis? Comment est-ce que vous le Non, non, définissez? non, c'est un token de titre, donc c'est vraiment une action, c'est une action tokenisée. Ouais. Mais qui donne des droits supplémentaires. Voilà, qui donne des droits supplémentaires pour l'usage de la plateforme. Donc voilà, mais le dénominateur commun, c'est que ça reste un titre. Les gens qui achètent ce Ah, token deviennent actionnaires de l'entreprise. OK. Donc ils ont accès chaque année. C'est assez marrant d'ailleurs ce qu'on fait, puisque chaque année, du coup, on organise ce qu'on appelle une assemblée générale, puisque c'est une obligation. Toutes les sociétés anonymes, toutes les SA doivent chaque année faire une assemblée générale des actionnaires. Dans lesquels on va faire voter les gens, on-chain évidemment, sur les choses très administratives de la vie de l'entreprise, donc Mmh. l'allocation des pertes et profits, la réélection du board ou l'élection d'un nouveau board member, d'un nouveau membre du conseil d'administration. Enfin, voilà, donc c'est un peu ça régit un peu la vie administrative de la société, mais donc il y a une forme de gouvernance qui est gérée on-chain. Et puis voilà, c'est assez élégant parce que les gens peuvent le faire directement dans le wallet. Et c'est vraiment une vraie action. C'est une vraie action au sens propre de la loi suisse. Et voilà. Donc pour nous, c'est ça Ouais. qui est le plus important, c'est de pas dire d'un côté on vend des actions au VC et de l'autre Ouais. côté on vend des tokens qui finalement on peut changer ou qui, on va dire, le problème de la plupart des tokens économiques qu'on voit, c'est que souvent c'est désaligné entre l'entreprise, le but de l'entreprise qui est de faire du fric, et le token holder, donc c'est-à-dire finalement les gens qui font vivre l'entreprise.
Parce qu'en fait, le but de l'entreprise, c'est d'en dumper le maximum sur le grand public pour faire du pognon. Et le grand public, le but, c'est que le prix s'apprécie. Donc, en fait, il y a un décalage un peu entre les deux. Donc, souvent, ils vont inventer un truc du genre les VE, tu sais, les votés d'escroc pour éviter la pression de vente, Ouais. etc., etc. Mais là, ce qui est très différent dans notre cas, c'est que les incentives sont très alignés. Les gens, quand ils achètent un token MPS, ils achètent une action de l'entreprise et c'est la même action que moi, fondateur, je possède. Donc, j'ai aucun intérêt à faire écrouler le prix pour mon propre profit, puisque ça va contre mes propres intérêts. Donc, si tu veux, ça permet d'aligner et de faire converger tous les intérêts de chacun. Voilà. Et est-ce que par rapport à ça, parce que je sais qu'en Suisse, au niveau des investissements, notamment je sais que dans l'immobilier, ils sont assez, assez «fermés» entre guillemets au reste du monde. Ils aiment bien que ce soit beaucoup des Suisses entre guillemets, qui puissent investir. Est-ce que du coup, vous avez rencontré les mêmes types de problématiques? Ou du coup, l'aspect, crypto enlève tout ça et vous pouvez accueillir un nombre illimité, de personnes et Alors, nous, de pays différents? on accueille un nombre illimité de personnes dans nos actionnaires. On a juste aujourd'hui refusé d'onboarder des Américains. Donc, dans nos conditions générales, on ne prend pas d'actionnaires américains. Alors, on peut uniquement s'ils sont des actionnaires accrédités, mais pas sur le grand public. Techniquement, on pourrait. Hein. C'est une limitation qu'on s'est mis de manière assez volontaire, mais il n'y a pas de vrai raisonnement en fait derrière ça. Hein. Donc évidemment les pays sous sanction, ça y a un vrai raisonnement parce que c'est illégal. Voilà, tous les pays sous sanction, Iran, etc. On n'a pas le droit. Maintenant, pour les États-Unis, techniquement, il n'y aurait pas de problème, mais ça nous embêterait un petit peu parce qu'en termes de reporting, ça veut dire qu'on devrait avoir une ligne de communication avec l'État américain et c'est pas forcément un truc aujourd'hui qu'on a envie d'avoir. Voilà, mais sinon, non. On se limite pas du tout. En ce qui concerne l'immobilier, comme tu l'as dit, oui, là, il y a une limitation parce que le sous-jacent est de l'immobilier. Donc, même Exact. si tu dis, je crée une société qui détient un bien immobilier suisse, comme c'est une société immobilière, elle a les mêmes restrictions que l'immobilier sous-jacent. Donc, par exemple, l'immobilier résidentiel en Suisse, on ne peut pas le vendre à des non-résidents suisses. C'est accessible que à des gens qui habitent en Suisse. Ce n'est pas le cas de l'immobilier commercial. Donc, si on veut tokeniser l'immobilier commercial, il n'y a pas de problème. Ça se distribue dans le monde entier. Mais l'immobilier résidentiel suisse, pour le coup, ne peut se distribuer qu'à des résidents suisses. Ouais, exact, exact, exact. C'est Donc, les le petites, point, en fait, qui est ouais, vachement important à comprendre, c'est que ouais. finalement, le token, lui, encore une fois, parce que tu me demandais est-ce que la crypto résout le truc, non, pas du tout. Parce qu'en fait, le token, encore une fois, et peut-être que je vais faire une petite définition que j'aime bien faire en général, qui m'appartient, mais la différence, on va dire, entre crypto et token. Finalement, si tu réfléchis à un token, il y a un émetteur qui est très bien identifié et qui doit respecter le contexte réglementaire. Donc le token, finalement, ce n'est qu'un véhicule numérique programmable. Hein, et ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on incorpore dedans. Quel est le sous-jacent? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un produit financier structuré complexe? Est-ce que c'est un utility? Est-ce que c'est un payment token? Est-ce que c'est... Finalement, c'est ça qui compte. Le token en lui-même, c'est encore une fois, véhicule numérique programmable. C'est tout. C'est Excel 2.0. C'est une nouvelle technologie. Avant, on avait la technologie papier, après, on avait la technologie Excel, maintenant, on a la technologie blockchain. Mais techniquement parlant, le sous-jacent est le même, donc ça ne change rien. Et d'un point de vue du contexte réglementaire suisse, la Suisse régule le fond et pas la forme. Donc, on s'en fout chez nous que la forme soit Excel, papier ou blockchain. Tant que le fond est le même, c'est régulé pareil, ça rentre dans la même case. Et on a déjà 40 ans d'expérience sur comment réguler tous ces sujets. Donc ça, c'est le point fondamental. Si tu prends la crypto, en revanche, c'est un peu différent. Parce que tu prends Bitcoin ou tu prends Ether, et ben ça, c'est un nouvel animal. Alors certains vont le classifier en disant c'est une commodity, hein, c'est une matière, enfin ça tombe dans la case des matières premières. D'autres vont dire non, non, c'est une monnaie, peu importe. Mais c'est un nouvel animal. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'émetteur réellement identifié. C'est un réseau qui est libre et ouvert, indépendant. N'importe qui peut le rejoindre. Et ça change tout. Parce que du coup, l'actif en lui-même n'a pas d'émetteur. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas trouver et pointer du doigt un émetteur en lui disant, toi, maintenant, tu vas faire comme l'État te dit pour restreindre la transférabilité de cet actif-là. Et ça, ce n'est pas possible, puisqu'encore une fois, ça reste un réseau régi par des maths. Ce qui n'est pas le cas du token. Le token, encore une fois, il y a un émetteur. L'émetteur, les gens peuvent se cacher derrière une DAO, peuvent se cacher derrière ce qu'ils veulent. Il y a un émetteur très bien identifié. Si ce n'est pas une société, si c'est une DAO, peu importe. À la fin, si un régulateur ou si une autorité souhaite parler au porteur de projet, elle ira parler au porteur de projet. Et si le porteur de projet dit « Ah non, non, c'est pas moi, c'est la DAO »,
il y a 1000 façons de démontrer que non, tu as été le porteur de projet à l'initial, tu es celui qui a écrit le white paper, tu es celui qui est sur Twitter en train de shitposter dessus en permanence. Donc finalement, c'est même presque pire la DAO, parce que le fait de ne pas être incorporé, quelque part, donne un risque illimité. Tout l'intérêt d'une société, finalement, c'est de transférer un risque personnel au risque de l'entreprise. Ce qui veut dire que si demain, pour XY raison, les autorités disent on interdit la crypto et on va fermer tout ce que machin, etc. Ou si, je sais pas, moi, il se passe quelque chose de dramatique, c'est la société qui est liable, c'est la société qui va devoir repayer, etc., jusqu'à concurrence des fonds propres de la société. Mais quand tu tournes ça en nom propre, quelque part, c'est ce que tu fais quand tu fais une DAO et qu'une autorité va te dire non, on t'a identifié toi comme émetteur, en fait, tu as un risque illimité. Ce qui veut dire que si demain, pour XY raison, il y a un juge dans une cour qui va dire toi, tu dois rembourser tout le monde, et que le fait de rembourser tout le monde, ça représente, je sais pas moi, 1 milliard, ça veut dire que tu as une dette à vie de 1 milliard à rembourser, quoi. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la société, parce que la société aura une dette de 1 milliard, mais la société fera faillite et puis c'est fini. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, après, voilà, il y a différentes formes un peu de tout ça, et c'est vrai qu'il y a même aux États-Unis, ils ont même fait une forme incorporée de la DAO, puisqu'ils ont créé ce qu'ils appellent une LLC DAO au Wyoming. J'avais pas vu ça. Ouais. C'est assez intéressant, justement, parce que ça reprend un peu les codes de la DAO. Alors, oui et non, parce qu'évidemment, que vu que c'est aux États-Unis, c'est Wyoming, etc., ça reste une DAO KYCisée. Ça veut dire que tu as obligation de mettre un KYC sur les participants de la DAO. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins sexy qu'une DAO libre et ouverte. Mais après, il faudra voir comment les régulateurs vont appréhender ce sujet de ce que certains appellent decentralized, mais qui l'est globalement pratiquement jamais, quoi. À part l'Equity, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose comme protocole qui est réellement fully decentralized, où les admins n'ont pas les clés pour faire ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Oui, et puis ils font mais c'est quand même intéressant. En tout cas, je trouve que ça, on peut pas leur enlever que ça va quand même vite. Ils essayent de mettre des choses en place, ils essayent de Très clairement. tu vois, on peut pas comme tu dis, peut-être dans la forme, bon, voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Il y aura sûrement des cas, qui vont nous démontrer que c'était pas le meilleur des produits, mais on peut pas leur enlever qu'ils mettent du jus, ils mettent de l'énergie là-dedans pour essayer de coller au marché et ils y voient sûrement aussi leur intérêt, ils ont des intérêts aussi à le faire. Vu ce qui est en train de se passer de côté avec les ETF et cetera, donc j'imagine que dans tous les cas, il doit y avoir du monde qui se met sur tout ce qui est, Web3 en général, crypto, blockchain et cetera. Mais en tout cas, je trouve ça cool, et sachant que de notre côté, nous en Europe, c'est plutôt compliqué, quoi. C'est plutôt Ouais, compliqué. Ils alors, essaient du de coup, mettre en tu place, vois, mais là, pour le coup, je trouve que l'Europe, pour le coup, a l'air d'être un peu plus, alors, je sais pas quel est le bon mot, c'est pas le bon mot, j'allais dire laxiste, mais un peu plus relax sur l'aspect on-chain, pure on-chain. Donc, tout ce qu'on voit ouais, aujourd'hui des protocoles de manière générale, les protocoles européens se font pratiquement pas emmerder, voire j'en ai quasiment jamais entendu un qui s'est fait vraiment emmerder par une autorité. Là où aux États-Unis, c'est tous les mois. Tous les mois, ils vont et ils descendent une DAO. La dernière en date, là, c'est pas si vous avez suivi, c'était Barnbridge. Moi, j'adorais ce projet. Voilà, et les mecs sont arrivés en disant ah non, vous avez beau vous organiser comme une DAO, on ne reconnaît pas votre statut de DAO. Très clairement, il y a des mecs qui sont des leaders de projet, et donc c'est eux qu'on attaque. Ils ont attaqué les leaders de projet. Et voilà, et les mecs ont reçu c'est pas une amende phénoménale, mais quand même, quoi, c'est personnel que tu dois la payer, c'est quelques millions. Ça fait un peu mal au cul. Ouais. Donc ouais, après, voilà, donc c'est vrai qu'en Europe, moi j'ai l'impression qu'ils sont encore plutôt relax avec tout ce qui se fait on-chain. On le voit d'ailleurs, puisqu'ils ont régulé avec Mika toute la partie stable centralisée, mais ils ont laissé la partie stable décentralisée en dehors du texte encore, tu vois. Donc voilà, on voit qu'en fait en Europe, pour le moment, ils ont d'abord attaqué le sujet par un angle et ils n'ont pas encore pris l'autre, mais en attendant, ils ne sont pas en train de détruire l'écosystème juste par principe, quoi. ouais, 100%. Non, 100%. Jean, je sais pas si, on Alors est en décalage effectivement, Arnaud, je comprends bien. Alors, un petit peu en décalage, hein, désolé pour l'interférence, mais effectivement, moi j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué. Et il y a des mots qui sont très techniques dans ce que tu as dit, et on a des auditeurs qui ne le sont pas autant que toi. Donc on va essayer au fur et à mesure que quand tu utilises des mots techniques, d'essayer de faire soit les traductions, soit de te demander d'expliquer peut-être un peu
différemment Ok, pour que pardon. tout le monde puisse comprendre, parce que tout le monde n'a pas ton niveau d'expertise. Mais en tout cas, c'est tellement, tellement cool de t'écouter. Est-ce qu'on peut commencer, ou plutôt continuer par ton début? On sait que tu as commencé dans l'écosystème. En tout cas, tu as commencé à créer Mon Pèlerin parce qu'effectivement, il y avait des problèmes, notamment sur les retraites de Bitcoin, c'est ce que tu as expliqué. Mais comment t'es tombé dans l'écosystème? T'es tombé par les cryptos, t'es tombé par la tokenisation. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans l'écosystème Web3 et comment qu'est-ce qui t'a intéressé en premier? Alors, moi, je suis tombé dedans pour la philosophie du Bitcoin. Euh, donc, moi, juste pour peut-être mettre un petit contexte, à la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai étudié à l'EPFL en système de communication avec une dominante en sécurité informatique. Mais j'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur. J'ai fait toute ma carrière en finance et notamment dans le trading de matières premières et plus spécialement dans l'énergie, donc le pétrole, l'électricité, le gaz, le CO2, le charbon, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière en 2007-2008. Mon premier job à la sortie de l'université, après le stage de machin, je sais pas quoi. Et je me suis retrouvé voilà, sur un univers un petit peu impressionnant, puisque tu es sur un trading floor, au milieu de superstars du trading. Et puis toi, tu es junior assistant trader, ton premier taf. Voilà. Et c'est vrai que quand tu viens avec une mentalité, entre guillemets, ou un cerveau formaté ingénieur, tu as tendance à vouloir démystifier. Tu as plein de questions. Et la première d'entre elles, qui est assez bête finalement, c'est qu'est-ce que l'argent? Et là, on se rend compte qu'en fait, autour de nous, même les superstars traders, il n'y en a aucun qui répond correctement à cette question. Qu'est-ce que l'argent? La plupart disent c'est un moyen d'échange. Oui, mais il manque une partie de la réponse parce que c'est aussi un moyen de déplacer dans le temps, au travers de l'épargne, un futur achat. Alors pourquoi est-ce qu'il y a l'inflation et pourquoi est-ce que ça perd de la valeur de manière continue? Pourquoi est-ce que la monnaie contient-elle un taux d'intérêt? Et pourquoi ce taux d'intérêt-là est dicté par un planificateur central, donc la banque centrale, plutôt que par le marché comme tout le reste? Enfin, j'avais 1000 questions dans ce sens-là qui allaient, mais c'est quoi l'argent en fait, quoi? Expliquez-moi. Et puis ensuite, on se rend compte que la plupart des traders, encore une fois, même les superstars, avaient très peu de compréhension et de connaissance de ces sujets, et voire même n'avaient même pas conscience qu'ils étaient en train de trader avec une ligne de crédit sur l'institution, et certains croyaient qu'ils tradaient l'argent de l'institution, ce qui n'est pas le cas, c'est jamais le cas. C'est pour ça que tu as une VAR, une value at risk, tu trades avec une ligne de crédit, et quand le loyer de l'argent est à zéro, ce qui était le cas en 2008 avec la crise, ils ont abaissé les taux d'intérêt à zéro, voire parfois même jusqu'à négatif. Quand le loyer de l'argent il est à zéro, ton flux d'argent il est infini. Donc finalement, vu que ça te coûte zéro de l'emprunter pour aller le placer sur les marchés, c'est ce que tous les traders font. Donc ta ligne de crédit elle est à zéro, tous les marchés pumpent de ouf, c'est ce qui s'est passé en 2008, puisque forcément quand tu mets le loyer de l'argent à zéro, tous les marchés des matières premières ont pumpé parce que c'est la crise, donc du coup tout le monde aura besoin d'énergie pour se chauffer, tout le monde aura besoin de coton pour se vêtir, tout le monde aura besoin de blé pour bouffer, tout le monde aura besoin de... Enfin bref, donc tous les commodities, donc les matières premières ont explosé à cette époque-là. Évidemment les marchés boursiers aussi, puisqu'il y a un moment où quand c'est la crise, il faut bien, et qu'il y a une infinité d'argent qui arrive sur le marché, il faut bien l'investir quelque part. Donc, a priori, à ce moment-là, les gens n'allaient pas sur les obligations d'État parce que c'était un peu on va dire le mauvais canard, là, ou le mouton noir de la finance. Et du coup, c'est aller à fond dans l'equity, quoi, donc dans les actions, à la bourse. Bref, et donc en fait, on se rend compte que ces gens-là se posaient très peu de questions. Donc ça m'a amené à lire énormément et à m'amener sur des sujets qu'on appelle libertariens. Libertarien au sens pur du terme, c'est-à-dire au sens liberté, pas au sens libéral ou libéral néoclassique comme on l'entend à la télévision en général, où on a beaucoup de choses à dire mauvaises dessus, mais au sens de la racine du mot, au sens de la liberté. Et parmi les libertariens, en général, ce sont des gens qui sont très proches de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie. Et l'école autrichienne d'économie, qui fait partie des 3 grandes écoles d'économie, est une école qu'on va dire qui promeut l'or, l'or comme la devise ultime, celle qui a été élue quasiment dans le monde entier comme la meilleure monnaie, et ce depuis plus de 2000 ans d'histoire. Et donc, ils disent, voilà, l'avantage d'une monnaie comme l'or, c'est une monnaie qui ne porte pas le tampon d'un État. Et donc, comme elle ne porte pas le tampon d'un État, elle ne peut pas être débasée, elle ne peut pas être imprimée à volonté. Il faut travailler pour la gagner. Il faut dépenser du travail pour pouvoir acquérir de l'or. Ce n'est pas comme une machine à imprimer, où il suffit de faire tourner l'imprimerie et hop, on a plein de billets magiques. Et enfin, maintenant, il n'y a plus besoin de les imprimer, c'est des zéros sur un ordinateur. Mais voilà, mais donc finalement, ça m'a amené à ces lectures-là. Donc, je suis devenu très, très fan de l'école autrichienne d'économie.
Je suis devenu un peu un gold bugs à l'époque en me disant les monnaies fiduciaires vont s'effondrer, il faut acheter de l'or. Ou des hard assets en général, donc des actifs durs, tangibles, comme l'immobilier, etc. Mais après, l'immobilier, c'est aussi un produit qui est un facteur de la finance, puisque c'est typiquement dérivé finalement du taux d'intérêt. Plus le loyer de l'argent est cher, et moins c'est accessible, et moins le loyer de l'argent est cher, plus c'est accessible, et les prix montent. Bref. Donc voilà, donc finalement, ça m'a amené à ça. Donc je suis devenu un peu un gold bugs. Et ça, c'était, je te dis, en 2008, 2009, etc. Et puis en 2011, j'ai un de mes collègues, un jeune Indien qui faisait un MBA, qui venait de finir son MBA programme, machin, qui m'a parlé du Bitcoin. Il m'avait dit regarde ce truc, ça a passé $1, regarde. Puis on regarde la courbe, ça avait passé $1, mais bon, on était au bureau. J'ai trouvé ça marrant, j'ai regardé vite fait, mais on était au bureau, il y avait d'autres sujets, il fallait travailler, il y avait d'autres. Bon. Et je passais à autre chose. Mais quelques mois plus tard, même pas, j'ai fait un petit repas avec un vieux pote de l'EPFL. Et on s'est fait comme on était un peu des jeunes, on était des jeunes actifs, donc on n'était plus étudiants, on avait un peu les moyens, donc on s'est dit tiens, on va se prendre un peu un bon truc, un bon petit foie gras, on va se faire une bonne bouteille de vin, on va se faire, des bons petits trucs. Puis du coup, lui aussi avait aussi entendu parler de Bitcoin, mais pareil comme moi, il avait un peu dismiss. Puis du coup, les deux, on s'est mis à parler de ça, je sais pas trop comment. Et du coup, on avait les deux des questions qu'on ne savait pas répondre. Alors, on s'est mis les deux sur le PC, tout en mangeant, buvant un verre, machin, etc. On a relevé la tête, il était minuit. On était les deux orange pill dans la soirée. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est devenu une obsession quasi directe. Donc ça, c'était quoi, en 2011, 2012 ? Et c'est devenu une obsession directe. Et encore une fois, sous l'angle philosophique, puisque pour moi, Bitcoin, c'était vraiment l'or 2.0. C'était résoudre le problème de transportabilité de l'or, le fait de pouvoir l'envoyer au Japon en 10 minutes, le fait d'être son propre custody aussi, puisque finalement, l'or, beaucoup de gens achètent de l'or papier, mais la raison pour laquelle les gens devraient acheter de l'or, c'est pour le conserver eux-mêmes, parce que finalement, si tu pars du principe que tu achètes de l'or comme une couverture contre le risque de la finance, mais qu'en fait, tu achètes de l'or papier, en fait, techniquement, tu achètes de l'or qui n'existe pas. Il y a 10 fois plus d'or papier que d'or physique dans les vaults. Donc forcément, ça maintient le prix bas. Et deux, en cas de problème, tu n'auras que du papier pour te moucher. Et voilà. Voilà l'histoire. Ouais, j'aime beaucoup, en tout cas, très intéressant. Donc tu es tombé dedans quand même au début quand médiatiquement, il n'y avait personne. C'était quand même 2012, 2011-2012, ça reste quand même vraiment les prémices. Et du coup, moi je trouve ça ultra intéressant. Je ne connaissais pas du coup cette école autrichienne, en tout cas, de tout ce qui est finance. Et je suis assez partisan aussi du fait que c'est vraiment ce gold 2.0 qui permet, parce que même on le voit aujourd'hui, même dans le comportement des gens qui ont des bitcoins, au final, les gens ils en accumulent, le but c'est d'en accumuler, et ça sert pas de transaction. Il y a tout ce qui est il y a les stables pour ça, et les gens, l'objectif c'est d'en avoir le plus, et basta. Alors il peut y avoir aussi, comme tu disais, l'exemple de ton ami, des gens qui l'ont acheté quand même assez bas, veulent quand même un peu cash out, veulent des choses de la vie, et c'est normal. Mais le comportement, en tout cas, il est vraiment dans l'accumulation, quoi. Vraiment dans l'accumulation, plutôt que au final, même dans ce white paper où c'était peer-to-peer, au final, c'est pas forcément avec le BTC qu'on s'en sert, quoi. C'est dommage d'ailleurs, c'est assez dommage, parce que comme tu dis, alors que ce soit en Occident, ça paraît assez logique puisqu'on a des monnaies fonctionnelles qui n'ont pas tendance à perdre énormément de valeur, ou en tout cas pas de manière visible du jour en jour, même si c'est le cas, on l'a vu avec l'inflation ces 2 dernières années où en gros les gens ont perdu, tous les prix ont fait plus 20% sur tout l'alimentaire, sur tous les trucs. Ça reste visible, mais c'est pas de l'ordre du % par jour comme tu as pu le voir en Turquie ou comme tu le vois en Argentine, etc. Et ce qui est dommage, c'est que dans ces pays-là, les gens, ils ont tous élu massivement l'USDT sur Tron comme étant un moyen d'échange plutôt que le Bitcoin. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, on peut le comprendre par rapport à la volatilité du prix. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quelque part pour ces pays-là ou ces populations-là qui finalement changent de maître. Elles changent le maître lire turc en maître dollar, ou elles changent le maître pesos en maître dollar. Mais à la fin, oui, ça va, c'est un peu mieux géré, mais ça reste une monnaie fiduciaire dont la direction n'a pas changé depuis 100 ans. Donc ça va vers zéro à la fin.
Voilà. C'est dommage, mais c'est sûr que c'est un business qui est un peu particulier pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas et qui comprennent pas. Mais par contre, tout ce que tu dis, c'est tellement juste et c'est très intéressant à écouter. Et donc, comme le disait Lupo, toi, tu as commencé en 2011-2012 et tu as fondé Mon Pèlerin en 2018. Et entre-temps, est-ce que tu étais encore dans l'écosystème? Tu étais acteur? Tu étais juste investisseur? Tu regardais de loin et tu étais en train de voir quel était ton comportement pendant cette période-là? Non, alors moi, je suis un trader dans l'âme. Donc, moi, j'ai pas mal tradé, j'ai pas mal joué. Après, au début, tu sais, à l'époque, Bitcoin, c'était pas un truc où tu mettais 10 000 balles en te disant ah, j'y crois à mort et tout. Enfin, tu te disais oui, j'y crois parce que j'ai envie d'y faire partie, mais tu n'allais pas y mettre non plus des sommes phénoménales à l'époque parce que, ben voilà. Moi, si je repasse, je pense que j'ai dû passer je ne sais combien de Bitcoin. À l'époque, ça s'appelait Satoshi Dice pour ceux qui connaissent. C'était le premier espèce de casino purement on-chain, ce qui veut dire que la partie aléatoire était pas, tu n'avais pas besoin de faire confiance à un serveur pour la partie aléatoire du gambling, quoi, du casino. C'était prouvé par la blockchain puisque c'était finalement un chiffre aléatoire qui était fourni à chaque bloc, quoi, tu vois. Et donc, en fait, c'était un truc purement on-chain où tu allais t'envoyer un Bitcoin. Si tu as gagné, tu recevais 2 bitcoins. Si tu as perdu, tu perdais ton bitcoin. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, c'était là en train d'envoyer un bitcoin en espérant en recevoir 2, machin, etc. Puis à l'époque, tu vois, on jouait comme ça. Bref, donc ça, déjà, j'en ai perdu plein là-dedans. Mais le vrai sujet pour moi, ça a été MTGOX, parce que c'est là où j'ai perdu toute ma fortune en crypto. Donc MTGOX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à l'époque le plus gros exchange qui se trouvait être un saut percé depuis le début. Et donc, en fait, voilà, le mec a perdu 80% des fonds qui avaient été déposés, ce qui représentait à l'époque plus de 500 millions et qui aujourd'hui représente je ne sais combien de milliards ou de dizaines de milliards. Voilà, donc ça représentait quoi, 800 et quelques mille bitcoins. Enfin, c'est juste délirant, quoi. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'ai perdu mes fonds à cause de Gox, mais c'est pas à cause de Gox, c'est à cause de moi, puisque je les ai posés chez Gox, sachant que je n'ai jamais acheté un seul bitcoin sur Gox. Et qu'à l'époque, la seule raison pour laquelle ils étaient chez Gox, c'est que je m'amusais à faire de l'arbitrage entre plateformes. Et que du coup, je me suis retrouvé coincé un jour sur Gox parce que c'est là où il y avait la meilleure opportunité d'arbitrage parce qu'il commençait déjà à y avoir un peu du FUD sur l'exchange. Il y avait grave d'arbitrage, donc je me suis mis à faire ça. Et puis jusqu'au jour où plus moyen de sortir les fonds de Gox et c'était fini. Et moi, à l'époque, j'étais persuadé que le mec était suffisamment intelligent pour avoir mis un système, tu sais, hot cold wallet, hein, donc un portefeuille froid qui est complètement déconnecté d'Internet, qui représenterait normalement, dans la toute logique, 80% des fonds. Et au pire, tu as 20% de hot wallet, donc un wallet connecté en ligne qui, lui, aurait pu se faire pirater, mais ça représenterait que 20% de pertes sur les fonds. Il se trouve que le ratio a été complètement inversé et qu'en plus, la faillite est encore en cours aujourd'hui, ce qui veut dire que l'exchange a fait faillite en 2014, je crois. Et aujourd'hui encore, en 2024, 10 ans plus tard, la faillite est encore pas réglée. Et entre-temps, les avocats, depuis 10 ans, donc les avocats qui s'occupent de la faillite, ils vendent des bitcoins tous les ans pour se payer leurs frais délirants, puisque les mecs, ils se font payer 1000 balles de l'heure ou je sais pas combien. Ils sont une armée mexicaine à se faire payer des tarifs horaires de fou. Donc forcément, ils doivent vendre les actifs de l'entreprise au fur et à mesure pour se payer. Et puis quand il n'y aura plus rien, ils diront aux gens, désolé, on vous rend rien. Mais voilà. Mais donc ça a été un peu le déclencheur aussi pour moi dans cette vision de Mon Pèlerin et de dire on va faire quelque chose qui, dans un premier temps, je l'imaginais avec une preuve de full réserve, etc. Mais finalement, encore mieux aujourd'hui, c'est de dire c'est du self-reserve. Ça veut dire c'est vous qui détenez les clés. Et quoi qu'il arrive, on n'a pas de pouvoir de disposition sur vos fonds parce que même si demain, un État, une autorité venait nous demander de entre guillemets, vous séquestrer vos fonds, on ne peut pas, tout simplement, parce qu'on n'y a pas accès. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un des motos un peu de Mon Pèlerin, et c'est né aussi de cette histoire-là. Après, moi, je n'ai pas commencé tout de suite, parce que il faut voir qu'à l'époque, j'avais aussi un job. J'avais un job qui payait bien, j'avais des bonus, j'avais mes week-ends, j'avais des vacances. C'est un confort, quoi. Donc, il y a un moment aussi où c'est difficile, même si c'est quelque chose qui me trottait beaucoup dans la tête, c'est difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a, on va dire, un train de vie confortable et qu'on quitte tout ça, parce qu'en plus, en Suisse, c'est un petit peu différent d'ailleurs. Tu n'as pas le droit au chômage quand tu montes ta boîte, donc c'est pas comme si tu peux dire, tiens, je vais pas prendre de risque parce que je vais me mettre sous 2 ans sous le chômage ou je sais pas quoi, tu vois. Non, tu y vas sous tes fonds propres et c'est toi, après, il faut continuer à payer ton loyer. Il faut voir que la Suisse, c'est quand même un des pays les plus chers au monde, donc voilà, vivre en Suisse sans salaire, etc., c'est pas évident non plus. Donc bref,
Donc finalement, le sujet, il a réellement démarré un peu plus tard parce que, un peu plus tard, voilà, j'ai quitté la boîte et avec un copain, on a monté une autre boîte, mais dans le trading de commodities, mais pas pour nous. C'était une boîte on a été mandaté par quelqu'un pour fabriquer voilà, sa coquille, parce qu'il avait récupéré un flux important d'huile de tournesol entre l'Ukraine et la Chine, etc. Bref. Et donc, ça m'a libéré beaucoup de temps à cette époque, en fait, ce sujet, parce qu'on a beaucoup bossé pour la mise en place. Mais une fois que le truc tournait et ça tournait comme une cash machine. Et on n'avait plus grand-chose à faire, en fait, donc, dans l'entreprise. Donc, on avait énormément de temps disponible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire un business plan, à faire des PowerPoint, on va dire, à coucher sur papier l'idée, à commencer aussi à venir la présenter, tu vois. Donc, au début, tu vas un peu timide dans des meet-ups, dans des machins, dans des events de pitch ou dans des trucs comme ça. Puis au début, tu es tout seul, toi, avec ton PowerPoint, quoi. Puis voilà, donc ça a pris peut-être 1 an et quelques, 1 an et demi, où je suis resté un peu comme ça, tout seul, à essayer de raffiner un peu l'idée, la présenter, la confronter, rencontrer des gens, et surtout constituer une équipe, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour monter une bonne boîte, c'est d'avoir une bonne équipe. Il faut avoir la dream team qui va avec. Et donc voilà, donc ça a été la constitution d'équipe, et puis ça a réellement démarré, comme tu as dit, fin 2017, début 2018, avec la vente des actions tokenisées de Mon Pèlerin auprès du public, et puis avec toute l'équipe constituée. D'accord, donc tu t'es lancé comme ça, et ta vision, elle était directement de faire de la tokenisation. Est-ce que ta vision, comme tu as fait partie des gens qui ont été malencontreusement eus par Gox et Mark Herpales et compagnie, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a dit, moi, je vais créer ma plateforme et ça ne se passera pas comme ça s'est passé avant? Est-ce que tu as toujours eu un coin dans un coin de ta tête de faire dire, je vais prendre en gros ma revanche en faisant quelque chose de mieux? Ça a toujours été dans un coin de ta tête. C'est vrai que c'est exactement ça. En fait, Mon Pèlerin, les toutes premières présentations de Mon Pèlerin, à l'époque, on ne parlait pas de self-reserve, on ne parlait pas de self-custody, on parlait essentiellement de full reserve, c'est-à-dire de faire quelque part une nouvelle institution financière que certains appellent banque, mais bon, on n'a pas trop le droit d'utiliser ce mot en Suisse tant qu'on ne l'est pas. Mais l'idée, c'était vraiment de créer une nouvelle institution financière qui soit nativement crypto, évidemment, et qui lie ces deux mondes, le monde de l'IBAN, le monde de l'adresse, et qui peut prouver en tout temps qu'elle est full réserve, aussi bien du côté des monnaies fiduciaires que du côté de la crypto, qu'en tout temps, si 100% des clients veulent leur argent, en une journée, on est capable de le rendre à tout le monde parce qu'on a les fonds liquides disponibles et pas les fonds réinvestis dans je ne sais quel, dans l'immobilier, où on n'a pas prêté vos fonds à un tiers, où on n'a pas cherché à acheter un produit pour faire du yield sur vos fonds pour notre propre profit, etc. Donc, c'est vraiment d'assurer la plus grande qualité, la plus grande sécurité des dépôts. Donc ça, c'était la vision initiale. Vraiment, Mon Pèlerin était basé sur 3 piliers qui étaient full réserve, marketplace et tokenisation. Donc ça veut dire quoi? Full réserve, on comprend. Une institution financière qui fait du full réserve, c'est compliqué de faire de l'argent, puisque encore une fois, le principe d'une banque, techniquement parlant, c'est de faire de la transformation au bilan, c'est-à-dire d'un côté, elle prend des dépôts de la clientèle, et puis de l'autre côté, ces dépôts, entre guillemets, court terme, elle les transforme en des actifs long terme, c'est-à-dire en général des prêts immobiliers, adossés à l'immobilier, des prêts hypothécaires. Et puis, c'est ça, en fait, ce qu'elle fait, la banque, traditionnellement, et elle a un ratio à respecter entre les dépôts qu'elle a et les engagements qu'elle peut, en termes de prêts, faire. Voilà, donc ça, c'est le business de la banque. Donc, elle gagne sur le delta de taux. Si nous, on se refuse de faire du crédit au bilan, alors forcément, comment est-ce qu'on gagnerait du pognon? C'est sous cette forme de marketplace. Donc, c'est vraiment là de dire, tous les produits et services traditionnels de la banque peuvent être offerts sous une forme de marketplace, où on met en concurrence, nous, avec les autres. Et puis la tokenisation, le troisième point, c'était de dire qu'on peut porter le bilan, y compris d'une banque, en temps réel sur la blockchain. Aussi bien le côté actif que passif, parce que finalement le passif, c'est les dépôts de la clientèle, c'est du stablecoin, et le côté actif, encore une fois, c'est du crédit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple finalement à modéliser. On s'est éloigné de ce sujet parce que le contexte de la licence bancaire suisse nous a pas été donné. Donc on a documenté une licence bancaire en full en Suisse, etc. Le problème qu'on a eu face à ça, il était essentiellement retail. C'est-à-dire que notre régulateur, aujourd'hui, il a accepté 2 crypto-banques en Suisse, mais uniquement à condition qu'elles se limitent à des investisseurs qu'on dit qualifiés ou d'autres institutionnels. Donc, en gros, des gens qui, entre guillemets, pour la FINMA, sont capables de comprendre leurs risques et sont suffisamment qualifiés pour les prendre, etc. Parce que le rôle, encore une fois, de la FINMA, donc notre régulateur, c'est entre guillemets de protéger le grand public.
c'est de protéger les gens contre eux-mêmes, c'est de protéger les gens contre des potentielles faillites ou contre des scams ou contre même juste finalement l'avarice des gens. C'est-à-dire que les gens en veulent toujours plus, ils veulent trader avec levier x100 et puis ils finissent toujours par tout perdre. Et donc, le but du régulateur, c'est un peu de protéger les abus de ce côté-là. Donc, finalement, le régulateur nous dit une licence bancaire, oui, mais limitée à cette catégorie de clientèle. Nous, ce n'était pas du tout notre vision. Nous, on voulait faire quelque chose de totalement retail orienté dès le début. Donc, on s'est dit non, on met ça de côté pour le moment et on va aller directement adresser le marché avec un produit. On va essayer de faire un produit le plus simplifié possible, donc notamment avec la self-custody, et de le rendre le plus élégant possible. Donc, vraiment de faire en sorte qu'on va lier ton IBAN avec ton adresse et inversement pour que tu arrives vraiment à passer entre ces deux mondes, entre ces deux rails de paiement, de la manière la plus fluide et la plus élégante possible. Et voilà, c'est comme ça que finalement on a démarré et je pense que ça a été la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Ouais, et vous avez connaissance de d'autres. C'est très important. Vas-y. Pardon, je disais, non, mais tu as raison, c'est très important. Bon, la FINMA est très présente. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, la FINMA, c'est l'équivalent de l'AMF pour les gens qui sont en France. Mais c'est très important de pouvoir attaquer le marché et aussi de pouvoir proposer des choses au retail. Et comme tu l'as dit, toi, justement, il existe des crypto-banques en Suisse, mais qui fonctionnent qu'avec des institutionnels. Et c'est bien, mais le problème, c'est que ça ne fait pas grandir le marché, ça ne fait pas grandir, ça ne fait pas mûrir, ça ne fait pas apporter de nouvelles personnes dans l'écosystème. Il ne deviendra pas populaire si on le laisse avec que du professionnel. Et l'avantage avec ce que tu proposes, c'est que ça permet à des non-professionnels d'apprendre ce que c'est, de tester, de travailler avec des sociétés qui sont carrées, implémentées, qui travaillent déjà dans l'écosystème depuis longtemps, qui ont une expérience incroyable. Et toi, tu donnes cette opportunité-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu as créé Mon Pèlerin, pour éviter justement les problèmes qu'il y a déjà eu dans le passé, à arriver avec un truc beaucoup plus carré que ça a été. Quelqu'un qui ne sécurise pas forcément la totalité des fonds de la même manière. Et ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à la création de Mon Pèlerin. Pourquoi le nom Mon Pèlerin? Est-ce que c'est en rapport avec le petit village en Suisse qui s'appelle Mon Pèlerin? Rien à voir. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on sait qu'il y a une société aussi qui est assez connue qui s'appelle Mon Pèlerin? Enfin, c'est pas vraiment une société, mais c'est un peu un art de pensée, etc. C'est en rapport parce que moi, je connais très bien Mon Pèlerin. Enfin, avec le coup, on connaît très bien Mon Pèlerin en Suisse. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais est-ce que c'est en rapport avec le Mon Pèlerin? C'est tout à fait ça. Donc, Mont Pèlerin, c'est un petit mont, hein, c'est même pas une montagne, c'est vraiment un tout petit mont qui est derrière Vevey, en Suisse, donc pas très loin du siège de Nestlé. Et en fait, ce petit mont est très connu parmi les libertariens, justement, et notamment l'école autrichienne d'économie, parce qu'il a vu, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la création d'une société de penseurs, donc un think tank, un des tout premiers au monde d'ailleurs, qui s'appelle donc la Société du Mont Pèlerin, et qui réunissait un peu les philosophes et ce que j'aime bien appeler les disrupteurs de leur temps, des philosophes, des économistes, des journalistes, etc. Et le but de cette association ou de ce think tank ou de cette société de penseurs était de promouvoir une idée fondamentale qui est que la liberté est une précondition à la prospérité. Et si on a de la prospérité, alors on n'aura pas de Troisième Guerre mondiale. Et c'était vraiment ça l'idée, c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale de promouvoir la liberté comme une précondition à tout et essentiellement à la prospérité. Et aussi de promouvoir le modèle de décentralisation à la Suisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et qui sont des valeurs qui nous animent. Donc c'était vraiment de promouvoir l'idée que le pouvoir doit être le plus proche de toi. Donc typiquement, le pouvoir à la capitale doit être le plus faible possible, puisque c'est celui qui est le plus éloigné de toi. La prérogative de la capitale, finalement, c'est les grandes infrastructures, l'armée, etc. Mais les prérogatives de l'école, de ta rue, de l'éclairage, de je sais pas quoi, c'est ta ville. Donc c'est là, finalement, où la personne doit avoir le plus de pouvoir, c'est au niveau local et pas au niveau national. Et finalement, cette idée de décentralisation où à chaque étape, les politiciens ne sont que des serviteurs de la volonté populaire et ne sont en aucun cas des maîtres, hein, puisqu'en Suisse, encore une fois, on vote pour des lois, on ne vote pas pour des maîtres. Donc oui, on vote pour des politiciens comme en France, mais ces politiciens, ils exécutent la volonté populaire. Chaque loi est votée par le peuple. Le peuple peut proposer de nouvelles lois, peut changer la constitution, etc. Et ensuite, une fois que le peuple a approuvé quelque chose, c'est le job du politicien que de l'exécuter. Il n'est pas là pour prendre des décisions à la place du peuple. Alors, il y a des exceptions, hein, comme par exemple pendant le Covid, où les mecs ont pu faire passer des choses relativement liberticides, un peu moins qu'ailleurs apparemment, mais
Mais globalement, voilà. Donc, c'était ça un peu l'idée de la société de penseurs du Mont Pèlerin. C'était vraiment de dire, mais il faut promouvoir la liberté et il faut promouvoir la décentralisation. Et évidemment, la liberté sous toutes ses formes, hein. La liberté économique, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Voilà, c'était vraiment ça, fondamentalement. Donc, comme ce sont des valeurs qui nous animent, ben, on s'est nommé ainsi. Voilà. Ah, incroyable, incroyable. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'avec Jean, enfin, Jean connaît bien plus que moi, mais ouais, mon pèlerin, qui est un magnifique petit village, qui a une vue imprenable C'est beau. sur le lac. Ouais, ouais, on a des super souvenirs là-bas. Jean y a vécu aussi. Donc, ouais, non, c'est vraiment marrant en tout cas que du coup. En fait, et moi, quand on avait découvert pour la première fois du coup bah, ton entreprise, je me suis dit, ah, bah, en fait, c'est quoi? C'est une boîte qui est au Mont Pèlerin. Et il m'a dit, bah non, en fait, c'est un truc d'organisation, rien à voir. Je t'ai dit, ah, ok. Enfin, c'était marrant cette confusion qu'on avait il y a déjà plusieurs années quand on avait découvert Ouais, mais l'entreprise. tu sais, en 2018, il y a un journaliste qui nous contacte pour faire un article, un journaliste suisse qui nous contacte pour faire un article sur notre société. Donc on dit, ah bah super et tout. Alors il nous donne rendez-vous à telle heure, machin, tel jour. Voilà. Puis arrive le jour J, à telle heure, machin. Je vois pas le mec arriver. Au bout de 10 minutes, ben, je l'appelle. Je dis, ah, tu vois, on garde toujours l'interview, machin, tout ça. Le mec me dit, bah oui, mais là, je suis en train de tourner dans le Mont Pèlerin, mais je vous trouve pas. En fait, le mec n'avait pas vu l'adresse de la société, vu le nom, il est parti direct au Mont Pèlerin. Et voilà, bref. Mais pourquoi pas un C'est jour, je vrai pense que qu'on même Mon Pèlerin Society, c'est vraiment une société qui est très connue. Ah, ça a sauté, pardon, mais je disais que le Mont Pèlerin Society, c'est quand même une société, enfin, c'est quand même une art de pensée qui est assez forte. Beaucoup aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui viennent souvent même faire des pèlerinages au Mont Pèlerin, justement par rapport à ça. Il y a beaucoup de journalistes qui font des retracements de ce qui a été créé. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en 1947 hein, qu'ils ont créé quelque chose. Bah, c'était à l'Hôtel du Parc à l'époque. J'avais vu l'historique à l'époque. Bref, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait des reportages sur cet art de vivre, cet art de penser, cette façon de fonctionner depuis la création. Et je sais qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens aussi qui venaient au Mont Pèlerin que pour ça, que pour retrouver en fait comment ça s'est créé, parce que on dirait comme ça qu'on se dit c'est juste un art de pensée, mais il y a beaucoup de gens qui sont liés à cet art de pensée, et il y a beaucoup de gens qui viennent justement jusqu'au Mont Pèlerin, qui font des voyages énormes d'Asie, des États-Unis, juste au Mont Pèlerin, pour voir où a été créé, où ils ont commencé à développer cette partie-là. Et du coup, quand tu parles qu'il y a des gens qui vont au Mont Pèlerin voir ta société parce que juste tu t'appelles Mont Pèlerin, ça me fait un petit peu rigoler, parce que ça me fait exactement penser à eux qui viennent visiter le Mont Pèlerin que pour ça. Et pourquoi pas un jour déménager au Mont Pèlerin, hein, qui sait. On organise tous les ans, on organise une petite marche, voilà, un petit pèlerinage au Mont Pèlerin. Donc on part d'en bas, là, on part de Vevey, et puis on monte à pied jusqu'en haut du Mont Pèlerin, voilà. Et puis bah, tous les gens qui suivent Mont Pèlerin, qui ont envie de se greffer à ça, sont les bienvenus. Puis c'est bon enfant, ça permet de se rencontrer. Puis on finit la montée avec une bonne fondue. Et voilà, puis c'est sympa, avec une belle vue. Ça permet aux gens. Et alors, il y en a certains qui montent en funiculaire. Nous, on fait la marche à pied. Après, on peut redescendre en funiculaire aussi. Voilà. Mais le principe, normalement, c'est de marcher, parce que, en fait, tout le principe de ces sociétés de penseurs, pourquoi est-ce qu'elles vont à chaque fois se mettre en haut d'une montagne? C'est pas pour rien, hein, c'est partout pareil. Hein. Et c'est pas pour rien, c'est parce que finalement, quand tu vas faire une réunion avec des gens importants, si les mecs, avant d'arriver, ils se tapent déjà une bonne heure de marche, ou 1 heure et demie, voire 2 heures de marche, une fois qu'ils sont arrivés en haut, en général, ils ont leur esprit qui est plus sain. Tu as décanté, tu n'amènes pas avec toi tous tes stress et tous tes problèmes. Tu as vraiment un esprit beaucoup plus sain pour venir débattre de choses importantes, pour venir échanger, etc. Et tu te libères un peu de toute cette négativité que tu as pu accumuler en ville, etc. Et donc cette marche-là, finalement, elle est très importante pour cette partie de décantation pour les sociétés de penseurs en général. Et c'est pour ça qu'on le voit, beaucoup se font en haut d'une montagne. Ah, très, très. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me fait penser à d'autres courants. Et c'est vrai qu'il y a cette image de dire oui. Et je suis assez d'accord pour le fait de dire oui. Quand tu as marché déjà 1 heure pour aller discuter, tu arrives au-dessus, tu abordes pas les mêmes sujets. Ouais, ça libère, entre guillemets, de la négativité. C'est un bel angle de pensée, en tout cas.
C'est un très, très bel angle de pensée. Moi, je trouve ça cool. Pour revenir un petit peu à tout ce qui est, tokenisation, heu, on le sait aujourd'hui et il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent dans la tokenisation. Il y a de plus en plus de types d'actifs, qui peuvent se tokeniser et je suis assez curieux de savoir, dans ta vision, quels sont les types d'actifs, pardon, qui, valent plus le coup d'être tokenisés et quelle est un peu la tendance, qui émerge de ça? C'est difficile à dire parce que il y a les projections très lointaines, il y a la réalité du marché actuel. Dans la réalité du marché actuel, on peut se rendre compte quand même que tout ce qui touche à la tokenisation d'actifs réels tangibles est un problème. Et c'est un problème pourquoi? Parce que c'est difficile à distribuer. Encore une fois, tu dois respecter des règles. Tu vois, en Europe, tu as MiFID. Donc, suivant si ton produit est un produit financier, tu dois t'assurer que il y a ce qu'on appelle la suitability. Donc, la suitability, c'est est-ce que ton acheteur, il est risk averse, est-ce qu'il a une aversion au risque? Est-ce qu'à l'inverse, il est plutôt preneur de risque? Est-ce qu'il est-ce qu'il connaît la finance suffisamment pour avoir le droit d'acheter ton produit? Est-ce que si? Est-ce qu'il est qualifié suffisamment? Est-ce que si? Est-ce que ça? T'as plein de, il y a plein de sujets. Et puis de l'autre côté, les restrictions qui viennent avec les security tokens en général, c'est que tu peux pas les lister sur les gros exchanges, puisque techniquement parlant, les exchanges sont pas régulés pour pouvoir lister des titres. Ils peuvent traiter que de la crypto pure ou du utility éventuellement. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une masse adoption de security token parce que c'est geek. Faut être conscient que c'est voilà, il y a les notions de private key, il y a les notions de voilà, on entend des gens qui ont cliqué sur un mauvais lien et qui se sont fait siphonner leur wallet, enfin bref. Donc ça pose finalement plein d'autres questions. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit dans la tendance du milieu du security token, ou en tout cas de la tokenisation d'actifs réels, c'est que ça a une tendance à la centralisation de manière massive. Et donc, on voit finalement tous les acteurs qui proposent de la tokenisation, que ce soit en France, au Luxembourg, aux États-Unis, je ne sais où, ils ont une tendance à vouloir recréer l'ancien monde sous forme base de données, mais en remplaçant leur base de données par la blockchain. Donc finalement, ça devient un peu débile. Ils veulent avoir leur écosystème où tu fais login password. Et puis dans cet écosystème, tu vas pouvoir acheter l'émission primaire d'une entreprise et puis tu vas pouvoir trader sur le marché secondaire, le bidule, et tout ça enfermé dans un truc bien régulé comme il faut, etc. Et finalement, en fait, le token, il sort jamais de la plateforme. La tokenisation, ce n'est que du storytelling marketing, mais ça n'a plus vraiment d'utilité parce que il n'est jamais utilisé pour être composable, par exemple, dans la défi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Si tu prends un de nos clients, par exemple, Realté, c'est fascinant. Eux, ils ont tokenisé de l'immobilier américain. Et c'est de l'immobilier américain. Bon, évidemment, ils n'ont pas tokenisé directement l'immobilier, ils ont tokenisé des sociétés qui possèdent de l'immobilier américain. Donc, tu possèdes une part d'une société dont le seul but est de détenir de l'immobilier. Et de l'autre côté, ils te payent les loyers qu'ils collectent toutes les semaines. Okay, donc, une fois par semaine, tu reçois ton loyer. Avant, c'était tous les jours. Mais bon, pour des questions de coût sur le gaz, ils ont choisi de faire une fois par semaine. Et donc, une fois par semaine, tu touches ton loyer. Et puis, toi, tu peux acheter le token sur le marché primaire. Au bout de 2 semaines, tu en as marre, tu peux le revendre sur le marché secondaire. Tu as pris 2 semaines de loyer et puis tu as revendu, tu as récupéré tes sous. Tu as peut-être même fait un profit parce que quelqu'un l'a acheté avec un petit premium parce qu'il n'a pas réussi à l'acheter lors de la vente. Et puis voilà, et c'est extraordinaire. Et maintenant, ils sont allés un cran plus loin puisqu'ils ont créé un endroit, alors c'est sur Gnosis Chain, où tu peux venir déposer ton token de maison et emprunter du dollar, de l'USDC contre. Donc ça, c'est magique parce que d'un coup, tu recrées la finance traditionnelle, c'est-à-dire la finance traditionnelle où tu peux emprunter contre un actif, tu peux emprunter contre ta maison ou contre tes trucs. Voilà, ils recréent exactement la même chose qui permet, en plus de faire du levier si tu veux racheter une maison à levier quelque part, tu peux emprunter sur la maison précédente que tu avais achetée pour investir dans la nouvelle maison et du coup, tu investis avec levier. Sachant que eux, en plus, ils n'ont pas de dette dans leurs achats. C'est pas des maisons avec des hypothèques, donc c'est des maisons qui sont payées en full. Donc il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Si un locataire ne paye pas ou etc., ça met pas, voilà, t'as pas de loyer, mais ça ne met pas, ça met pas en banqueroute si tu veux l'entreprise et puis le banquier va récupérer la maison puisqu'il n'y a pas de banquier. Donc finalement, ça c'est les choses intéressantes de la tokenisation parce qu'on peut aller vraiment très loin dans recréer un marché, le marché traditionnel, mais porté sur la blockchain et avec cette interopérabilité de l'ensemble de la token économie. Et c'est ça qui est crucial parce qu'encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, la blockchain est censée résoudre un et un seul problème.
qui est celui de quoi? De la désintermédiation. Donc, le but en général, dans tout ce qu'on fait, c'est de désintermédier. Maintenant, quand on a un émetteur centralisé, la désintermédiation, ce n'est pas une vraie valeur à vendre parce que techniquement parlant, tu restes un émetteur centralisé qui émet un token. Si demain une autorité vient lui taper sur l'épaule et lui dit maintenant t'arrêtes, il arrête. C'est fini. Donc, le concept d'émettre un token quand tu es une société centralisée, c'est pas pour la désintermédiation, encore une fois, puisque tu ne vas pas te désintermédier toi-même, ce serait débile. C'est finalement l'interopérabilité avec le reste de la token économie. C'est la composabilité avec le reste des smart contracts et le fait de pouvoir utiliser ce qui existe dans cet écosystème et donc d'avoir finalement le bénéfice d'un écosystème qui s'améliore en permanence sans avoir à toi, entreprise, à bosser dessus puisque finalement, tu as émis sur un écosystème qui ne fait que s'enrichir en permanence. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est dommage aujourd'hui de voir cette concentration sur des exchanges centralisés pour les securities spécialement dédiés aux security tokens, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait des cas d'usage très pauvres, vraiment très pauvres. Et en vrai, ouais, c'est à se demander même s'il y a un avenir là-dedans, des fois, un peu quand même. Mais du coup, parce que ça me fait rebondir, vous, les tokens que vous émettez, ça veut dire qu'ils sont aussi exchangeables, ils peuvent aller sur d'autres blockchains, ils peuvent sortir de votre plateforme aussi? Nous, de toute façon, vu qu'on ne fait pas de custody, de base, on ne détient pas les tokens des gens. Donc, les gens vont les détenir sur leur wallet. Donc, nous, on l'a émis aujourd'hui par notre MPS token. Il existe sur 2 chaînes. Il existe sur Ethereum Mainnet et sur Gnosis Chain. Demain, peut-être qu'on portera sur Arbitrum ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les 2 chaînes où il existe. Il est échangeable sur Uniswap et SushiSwap. Et voilà. Ok. Ouais, ils ont quand même, on va dire, cette connexion avec des exchanges aussi qui sont décentralisés comme ceux que tu as cités. Mais ok, c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai que les institutions, ils sont derrière justement cette tokenisation en grand. Ils ont sorti déjà des prévisions, etc. On a l'impression qu'ils veulent vraiment, comme tu dis, recréer le jeu à leur façon, juste avec le mot blockchain dans l'équation. Ils se gourent Mais tous. Mais regarde, SIX en Suisse, et pour ceux qui ne connaissent pas SIX en Suisse, c'est l'opérateur de la bourse suisse et qui fait aussi le clearing du franc suisse avec SIC, SIX Interbank Clearing. Mais eux, typiquement, ils ont voulu sortir un truc qu'ils ont appelé SDX, donc le SIX Digital Exchange, donc une version digitale, entre guillemets, de la bourse suisse. Et évidemment, en grande pompe, ils ont annoncé blockchain, bazar, bidule. Mais évidemment, les mecs sont, de par leur nature, ils sont allés sur une blockchain privée d'abord. Donc, tu te rends compte à quoi ça sert une blockchain privée? À rien, puisque en gros, une blockchain, c'est juste un nom glorifié pour une base de données distribuée. Donc, techniquement parlant, ils ne cherchent pas de la désintermédiation, c'est eux la bourse. Donc, ils ne vont pas se désintermédier. Blockchain privée, c'est-à-dire que c'est eux qui ont toutes les clés. C'est interopérable avec rien et zéro. Finalement, en fait, au bout de quelques années, ils se sont rendus compte qu'ils allaient dans le mur parce qu'en fait, les mecs ont bossé, je te jure, pendant 2 ans sur un sujet où dès le début, c'était clair qu'ils allaient aller dans le mur, mais personne ne s'en rendait compte. Et donc maintenant, ils ont pivoté. Alors maintenant, le SDX, c'est devenu un exchange pour la crypto, justement. Donc maintenant, les banques vont pouvoir s'acheter sur cet exchange. Ça va être un peu le Kraken des banques, si tu veux, quoi, tu vois. Mais du coup, ils ont pivoté après parce que plus tard, ils ont compris qu'en fait, ça n'avait pas de sens ce qu'ils étaient en train de construire. Ça n'avait aucun sens. Ils ont confondu le mot digitalisation avec le mot tokenisation, en fait. Et c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup en 2018. Beaucoup de gens confondaient ces 2 notions. Donc, effectivement, toutes les sociétés financières en Suisse et en Europe en général, voire dans le monde, ont un besoin de digitalisation. Elles ont un besoin de digitaliser des vieux process antiques qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont faits à la main. Imagine-toi que moi, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps encore, mais en 2010, 2012, une fois que tu as tradé, derrière, le back-office, il s'envoyait des fax entre les différentes institutions financières pour faire ce qu'on appelle les confirmations de trade. C'est fou, mais voilà, tu as des vieux process qui ont tendance à rester très longtemps dans la vie des sociétés financières. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est digitaliser ces process. Donc les mecs ont confondu le mot avec le mot tokenisation. Et voilà, malheureusement, forcément, à un moment, tu vas dans le mur. Même Swift, à un moment, Swift a annoncé qu'ils allaient faire de la blockchain et je sais pas quoi, mais ça a quoi comme sens? Swift, c'est l'intermédiaire. Ils vont pas se désintermédier. C'est une plateforme d'échange de messages financiers. C'est que des échanges de messages financiers, Swift. Ça ne transfère pas de valeur, c'est que des messages. Donc finalement, utiliser une blockchain, ça a du sens pour remplacer Swift, mais pas opérer par Swift. Ça n'a aucun sens. Donc si c'est Swift, autant avoir une plateforme API centralisée où tout le monde, c'est un standard et tout le monde vient se connecter sur le connecteur API du serveur et c'est beaucoup plus rapide
C'est beaucoup plus maintenable, c'est beaucoup plus scalable, hein, donc ça peut évoluer en charge beaucoup plus qu'une blockchain. Tu vois, un serveur centralisé, c'est bien maîtrisé aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas le problème de la désintermédiation, pourquoi tu voudrais une blockchain, quoi? Ça n'a aucun sens. Yes, non, mais 100%. 100%, je te rejoins par rapport à tout ça. En fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est le fondement de cet écosystème Web3 et qu'est-ce qu'on va faire demain en accord avec ça. Parce que si c'est juste du maquillage qui se met par-dessus et les gars, on est sur la blockchain, mais au final, en fait, ce sont les mêmes, le contrôle est le même, la centralisation est la même, c'est pas forcément intéressant. Et le but, c'est, comme tu dis, de bosser sur une façon que on garde le cœur de cet écosystème, le cœur de cette tech qui a été créée à la base, c'est décentraliser toutes les choses, toutes les informations possibles, garder de la transparence, l'immobilité, etc., de la sécurité, évidemment, mais qu'il n'y ait pas ce phénomène de trop centraliser les choses et de pouvoir laisser un peu les choses à tout le monde. Alors après, il y a cette vision où on pourrait dire centralisé par une DAO, est-ce que c'est quand même centralisé? Est-ce que ça reste de la décentralisation? Ouais, mais ta Est-ce DAO, que- l'avantage, c'est qu'elle te donne du self-custody. Et ta DAO, tu vois, alors oui, les mecs, effectivement, ils ont les clés admin. Donc, si les mecs sont à un moment, on va dire, malhonnêtes, ils peuvent te défrauder. Parce que si tu interagis avec le contrat, ils vont pouvoir faire des trucs, etc. Mais globalement, ça reste public. Donc, tu peux auditer de manière publique les sujets. Si il y a quelque chose qui doit changer dans le code, a priori, ça va se voir. Et surtout, toi, tu interagis en mode Web3. Tu n'es pas en mode login password pour te connecter à la plateforme. Tu es en mode connect wallet et that's it, quoi, tu vois. Et à tout moment, tu es toujours en self-custody de tes fonds. Et c'est ça qui est crucial, vraiment. En plus de la transparence que ça apporte, parce que mine de rien, ça apporte de la transparence. D'accord. Donc pour toi, Arnaud, actuellement, le plus gros défi de la tokenisation, c'est le fait que les gens veulent trop tokeniser, mais en centralisant les informations ou en centralisant les titres. C'est en gros se dire, OK, on va tokeniser des produits. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, ça va dépendre des produits. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais par contre, on va tout centraliser au même endroit parce qu'on va faire un security token et ce security token va pouvoir s'échanger seulement sur une plateforme et pas de manière générale décentralisée. Et pour toi, actuellement, c'est le plus gros défi de la tokenisation. Il y en a d'autres. Oui, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de tokenisations sont faites pour des questions de marketing, pour utiliser le buzzword, donc le mot-clé, tu vois, token, etc. Et les gens s'imaginent que... je vais te donner un exemple. Okay, nous, donc, on est une société où on accompagne beaucoup de sociétés à faire des tokenisations. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des tokens de titre, des tokens security ou des tokens utility aussi, ou des tokens de paiement. On a aidé des gens à faire des tokens de paiement sur l'or, sur tout plein de trucs. Et il y a plein de cas d'usage qui sont super, mais il y en a très peu qui décollent. Et l'autre problème aussi qu'on voit, c'est que souvent, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir. Alors, c'est peut-être pas très bien que je le raconte ici chez vous, mais je vais quand même vous le dire. Mais certains entrepreneurs viennent avec des rêves. Et les mecs, ils ont rêvé d'un truc dans la nuit. Et les mecs, ils imaginent que parce qu'ils vont l'emballer dans un token, leur rêve, ça va se vendre immédiatement. Et en fait, parfois, c'est difficile d'expliquer à ses clients, écoute, c'est pas parce que tu prends de la merde que tu l'emballes dans un token que ça reste pas de la merde. Et tu vois, c'est ça qui est compliqué. Parce que, tu vois, t'es vraiment... Donc, voilà. Donc, après, il y a des super projets. Hein, il y en a plein. Hein, il y a vraiment des projets qui sont super et qui se font. Hein, j'ai nommé Réalité, mais il y en a plein d'autres. Mais ça reste un faible pourcentage. L'écrasante majorité aujourd'hui des choses qui se font, elles ne fonctionnent pas. Elles n'attirent pas leur public. Et deux, en général, elles sont très mal pensées. Quoi. Elles sont vraiment faites pour recréer l'ancien monde. Donc, il n'y a aucun intérêt des gens du Web3 de rentrer là-dedans. Voilà. C'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser ça pour onboarder des gens pardon, de l'ancien monde. Parce que les gens de l'ancien monde, cette complexité initiale de gérer ta clé privée, de machin, ta seed, Alors, c'est pas une complexité, hein, parce qu'en fait, en vrai, c'est hyper simple. Noter 12 mots sur un bout de papier et en faire
en faire 2 copies séparées parce qu'évidemment, tu n'as pas envie de garder ça à la maison si ta maison brûle, tu as envie d'avoir quand même une autre copie ailleurs. Mais je veux dire, techniquement parlant, c'est de l'éducation. Voilà, on doit passer par une petite phase d'éducation parce que les gens sont flippés. Les gens ont toujours été pris par la main, les gens ont toujours eu l'habitude de déléguer leur vie à un tiers, de se déresponsabiliser quelque part de leur vie. Ça devient de plus en plus vrai d'ailleurs avec les États socialistes, puisque les gens aujourd'hui, même quand ils ont des problèmes d'un point de vue personnel, en limite, ils ne se retournent pas vers l'État qui devrait gérer leurs problèmes personnels. Tu as un problème avec tes voisins, tu appelles l'État et tu n'appelles pas ton voisin. Enfin, tu vois, et en fait, c'est pareil pour tes finances. Les gens ont pris trop l'habitude de déléguer ça à la banque en disant, moi, je m'en fous, de toute façon, s'il perd mon fric, l'État va me rembourser, ou si machin, ou je sais pas quoi. Donc, il y a une phase d'éducation à reprendre un peu sa vie en main, à reprendre les clés de sa vie. Hein, c'est une belle analogie. Mais sinon, c'est simple. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, c'est une friction, c'est une barrière d'entrée qui fait que tu ne peux pas attirer des gens tradis dans ce truc-là si tu veux le faire sous la forme la plus pure. Donc, c'est pour ça que les gens recréent ces écosystèmes de l'ancien monde, login, password, et puis reste dans mon écosystème centralisé. Mais promis, c'est une blockchain derrière. Ah ouais, ah mais tu as raison quand tu expliques ça, parce que la première chose qui est mise en avant dans le monde de la tokenisation, c'est le micro-investissement pour le public. Ça, c'est vraiment le mot qu'on entend partout, c'est la facilité de vendre un produit. Et les gens, effectivement, ils ont trop tendance à se dire, OK, bon, mon produit est invendable, donc je vais le tokeniser pour mieux le vendre. Mais c'est pas ça. S'il est invendable de base, qu'il soit tokenisé ou pas, il sera quand même invendable. Et ça, c'est exactement ce que tu disais avant. Par contre, il y a quand même des micro-investissements et des produits qui sont en tokenisation qui sont super intéressants. Tu parlais de réalité juste avant. Effectivement, ça fait partie des boîtes qui mettent en avant des produits, qui arrivent à tokeniser des produits super bien, qui font un très, très gros job. Et puis, quand ils proposent quelque chose, il y a un avantage et il y a une valeur. Il y a vraiment une valeur ajoutée pour le retail qui est derrière. En tout cas, c'est super intéressant, Arnaud, tout ce que tu expliques par rapport à la tokenisation. Et il y a quelque chose qui est, je pense, important de mettre en avant, c'est on va dire, les institutionnels. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés qui explosent à partir du moment où les institutionnels se jettent dedans. On peut parler de BlackRock, on peut parler de grosses banques. Est-ce que pour toi, le jour où les institutionnels pourraient se lancer dans l'écosystème tout simplement de la tokenisation, parce que BlackRock commence à en parler, il y a des États maintenant qui commencent à en parler, Hong Kong, l'Arabie Saoudite, il y a de plus en plus de gens qui se jettent dans le système. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre l'écosystème beaucoup plus populaire, du coup qui emmènerait un peu plus de public et qui faciliterait un petit peu tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que vraiment, c'est le retail qui pourrait faire basculer les choses, ou plutôt vraiment l'institutionnel? On peut le souhaiter. On peut le souhaiter. En revanche, si on regarde l'histoire, c'est rarement le cas. En fait, ce qu'on va constater, c'est que les institutions financières traditionnelles vont continuer à fonctionner de manière traditionnelle, même si elles adoptent la blockchain ou si elles émettent des produits sous forme tokenisée. Il est assez peu probable que ces produits soient librement transférables. Il est même plutôt très probable que ce soit des produits sujets à whitelist, que ce soit des whitelists plutôt très restrictives, voire même plutôt entre institutionnels. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup, tu vois, donc par exemple, Société Générale, ils ont lancé un stable euro. Et aujourd'hui, c'est un stable euro, mais qui n'est pas librement transférable. C'est un stable euro aujourd'hui qui n'est que tradable chez Bitstamp. Et puis, il faut être whitelisté, mais pour être whitelisté chez eux, il faut être institutionnel. Ce n'est pas monsieur, madame Michu qui peuvent se whitelister chez eux. Et il y a de grandes chances que l'ensemble des produits soient sous cette forme-là. Et ce n'est pas de leur faute, puisque c'est de réglementation qui leur impose aussi. Si tu veux, aujourd'hui, je vais te donner un exemple tout con. Mais si une banque veut émettre un stablecoin, donc là, il se trouve qu'en France, ce n'est pas la banque, c'est une filiale de la banque, mais peu importe. Si on prend le cas d'une banque, une banque suisse, par exemple, qui voudrait émettre un token franc suisse, elle peut, évidemment, puisque c'est son rôle de prendre du dépôt. Mais comme le rôle de la banque, c'est de prendre du dépôt, ça veut dire que tous les dépôts, elle les met au bilan. À partir du moment où une banque prend les dépôts et qu'elle les met au bilan, alors elle doit passer un KYC à tous les détenteurs du dépôt. Donc, si tu veux, c'est plus librement transférable, forcément, puisque ça devient un stablecoin qui est au bilan de la banque. Comme il est au bilan de la banque a l'obligation, dès le premier euro, d'avoir un KYC sur tous ceux qui possèdent ne serait-ce qu'un centime de cette réserve-là. Donc, quelque part, ça tue le principe du stablecoin, parce qu'un stablecoin whitelisté, c'est quand même
pas très élégant. Puis après, comment tu vas whitelister des smart contracts, comment tu vas whitelister, enfin, tu vois, qui tu KYCs quand tu veux KYCiser Aave, tu KYCises qui, Stani, le fondateur, tu KYCises la DAO, comment, enfin, donc finalement, ça devient assez compliqué. Et la réalité, c'est que un émetteur de stablecoin qui serait non-banque, lui, il peut faire du hors-bilan. Et comme il peut faire du hors-bilan, alors il peut avoir un stablecoin qui est librement transférable, comme un chèque traveler chèque, ou comme un, tu vois. Et finalement, apporter une version digitale du traveler chèque, c'est très simple. Ça se fait d'ailleurs d'un point de vue réglementaire en Suisse, c'est totalement carré, ça se fait sans problème. Et c'est ça. Alors, donc, les acteurs tradis, on verra, mais est-ce que ce sera en mode permissionless, donc sans permission, librement transférable, etc. J'ai des très gros doutes. Est-ce que ce sera plutôt un club privé fermé? Je crois plutôt. Ouais, je pense aussi, tu as raison quand tu expliques ça. C'est vraiment possible que ce soit encore un peu comme des clubs privés d'investisseurs qui vont proposer des petits produits, qui vont laisser certains produits rentrer, parce que c'est pareil, on ne peut pas proposer n'importe quel produit à la tokenisation, il faut quand même analyser, il y a tout un process avant. Et effectivement, je pense que ça sera peut-être plus dans un système de clubs privés, un peu comme des bourses privées et des écosystèmes qui vont se créer autour de ça. En tout cas, c'est super intéressant d'écouter ta vision un peu personnelle sur l'avenir de la tokenisation et comment ça marche. On arrive gentiment à la fin du podcast et peut-être pour avoir un peu 2-3 informations, quels sont les objectifs futurs de Mon Pèlerin? Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour justement clôturer tout ça? On serait intéressé de voir si effectivement, quel est l'avenir de Mon Pèlerin, comment tu l'imagines? Parce qu'actuellement, vous êtes par exemple présent beaucoup en France, beaucoup en Suisse, en France, et vous commencez à être de plus en plus à l'international. Quels sont les autres objectifs effectivement de Mon Pèlerin? Alors, donc nous, on est une boîte suisse et on va rester suisse. Donc, on nous demande souvent pourquoi vous vous installez pas en France, etc. Pourquoi vous n'allez pas chercher un PSAN français? Parce que c'est vrai que ça nous limite. Le fait d'être suisse, ça nous limite dans l'idée, pas de la clientèle. On peut onboarder de la clientèle partout dans le monde, évidemment, sauf les pays sous sanction, mais ça nous limite dans ce qu'on peut communiquer. En étant suisse, on a le droit de faire du marketing qu'en Suisse. On n'a pas le droit d'acheter une pub en France, on n'a pas le droit d'acheter, je sais pas moi, on n'a pas le droit de payer un influenceur français, on n'a pas le droit, tous ces trucs-là nous sont interdits. Donc forcément, pour la croissance, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, à la limite, on pense que c'est pas trop grave. Nous, là, vraiment, notre ambition, c'est de grandir par les produits. C'est de grandir par avoir une offre qui est tellement canon qu'on n'aurait même pas besoin, finalement, de se faire connaître au travers de pubs et de marketing. Donc là, l'étape d'après, aujourd'hui, Mon Pèlerin, c'est finalement un joli pont entre les devises fiduciaires tradies et le monde de la crypto et du token. Demain, on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire de transformer notre wallet, qui était un vrai wallet self-custody, donc les fonds, ils vous appartiennent, ils sont que à vous, on n'a pas de pouvoir dessus, mais de transformer ce wallet en ce qu'on appelle, nous, de manière un peu basique, un Revolut on-chain. C'est vraiment d'aller un cran plus loin là-dedans, en offrant des IBAN dédiés personnels aux gens, et les gens vont pouvoir attacher cette IBAN à cette adresse. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas recevoir, tu pourras dire, moi, je veux un IBAN stable euro, je veux un deuxième IBAN Bitcoin, je veux un autre IBAN Ether. Okay, voilà, tu as 3 IBAN. Et puis, demain, quelqu'un te fait un virement sur ton IBAN euro, et toi, ça va te créditer du stablecoin euro sur ton wallet. Et puis, au moment de faire un paiement, soit tu payes sur la blockchain, donc tu payes vers une adresse, ton stablecoin, il va bouger d'adresse A vers adresse B, soit tu rentres un IBAN à la place de l'adresse, et auquel cas, le token, il est redeem chez nous, le stablecoin est redeem chez nous, et nous, on fait le paiement pour ton compte, et le principe, c'est que le virement sorte à ton nom. Donc, finalement, dans le réseau tradi des banques, c'est comme si c'était une néobanque, à la différence qu'au lieu de déléguer la conservation des fonds à Revolut, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu as un compte chez Revolut, les fonds, ils sont chez Revolut, ils appartiennent à Revolut. Là, les fonds, ils sont chez toi et ils t'appartiennent à toi. Et Mon Pèlerin n'est qu'un transformateur de rails technologiques au milieu entre l'ancien monde de l'IBAN et le nouveau monde de l'adresse. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'amener vraiment le Revolut on-chain. Le fait de pouvoir dire, tu as un IBAN Bitcoin, à chaque fois que quelqu'un te paye sur ton IBAN Bitcoin, ça te crédite des Bitcoins sur ton ledger que tu as au coffre. Okay, etc. Donc, tu vas pouvoir attacher un IBAN à chacune des adresses que tu utilises. Donc, tu peux avoir un wallet mobile que tu utilises souvent. Tu peux avoir un ledger en cold wallet que tu as mis au coffre. Tu as juste à rentrer ton adresse publique et puis tu te fais livrer là-bas. Et comme ça, voilà, tu fais par exemple, pour faire un DCA ou ce genre de truc, etc., etc. Mais l'idée fondamentale, c'est que comme c'est un IBAN à ton nom, déjà les banques ne pourront plus refuser le virement, puisque une banque aujourd'hui va te dire « Ah, mais je refuse que tu fasses un virement à Kraken ou que tu fasses un virement à Mon Pèlerin parce qu'ils voient que tu fais un virement à Kraken ou que tu fais un virement à Mon Pèlerin. » Mais si demain, tu fais un virement à toi-même,
bah, techniquement, la banque, elle peut pas te refuser si tu fais un virement à toi-même. C'est comme alimenter un compte chez BNP quand tu as aussi un compte à la Poste, quoi. Enfin, tu vois, donc finalement, de ce point de vue-là, c'est là où ça va être assez élégant. Et en plus de l'utiliser comme un vrai compte, tu vas pouvoir domicilier ton salaire, tu vas pouvoir te unbank complètement. Et c'est vraiment l'idée, c'est de vendre du unbank yourself. Donc tu pourras te débanquer, tu pourras vivre ta vie sans banque. Et Mon Pèlerin sera toujours là pour t'accompagner pour les anciennes méthodes de paiement, mais tu pourras demain, et c'est d'ailleurs, on accompagne déjà beaucoup de sociétés qui n'ont pas de compte en banque, parce que beaucoup de sociétés crypto, malheureusement, ont du mal à ouvrir des comptes en banque. Et en fait, elles vivent leur vie en stablecoin ou en crypto en général. Voilà, c'est comme ça qu'elles ont leur trésorerie. Et puis, au moment de payer les salaires, tous les mois, elles nous uploadent les salaires. Et puis, nous, on fait le paiement des salaires pour eux. On paye les social benefits, les bénéfices sociaux, on paye les taxes, enfin, voilà, ils nous uploadent toutes leurs factures. Et ils nous payent en crypto et nous, on paye les routes traditionnelles de paiement pour ces vieilles factures qui n'ont pas l'opportunité d'être payées en crypto autrement. Et voilà, et donc on accompagne déjà les sociétés à faire ça. Le but demain, c'est de proposer à tout à chacun de pouvoir avoir un compte entièrement débanqué, d'avoir un compte où tu es ton propre propriétaire de tes fonds. Et donc, à aucun moment, quelqu'un peut te saisir, à aucun moment, quelqu'un peut te déposséder de ce que tu as. Oui, donc ça reste quand même, ouais, il y a quand même cette notion de, ouais, décentralisation, mais qui a été organisée, d'une autre façon, pas, comme on le connaît. C'est, ouais, oui, OK. Tu pas le côté décentralisation, au contraire, c'est juste que tu le matérialises d'une autre façon. Voilà, donc la centralisation, quelque part, nous, on est un acteur centralisé, puisque Oui, les gens mais changent, voilà. Mais nous, si tu veux, on n'a jamais les fonds clients plus de 15 minutes, en ouais, fait. voilà, C'est ouais, c'est que ça. les fonds clients, ils sont chez le client. Voilà. Mmh. Et si le client veut payer quelqu'un sur les routes traditionnelles de paiement, Mon Pèlerin va s'en charger pour ton compte, mais uniquement le temps de la transaction. Et inversement, quelqu'un te paye, on collecte sur un IBAN et uniquement le temps de la transaction, on te crédite la contre-valeur sur ton portefeuille que tu possèdes et uniquement toi possèdes. Alors évidemment, on va arriver à un moment où on va aussi proposer finalement une forme de backup un peu à la Ledger, d'offrir aux gens, pour ceux qui n'ont vraiment pas confiance en eux-mêmes, la possibilité de retrouver sa seed au travers de Mon Pèlerin. Donc c'est un sujet pour nous qui est important, mais qu'on veut bien faire parce qu'on ne veut pas avoir, encore une fois, on ne veut pas garder les secrets des gens. Donc si on garde les secrets des gens, on ne veut pas y avoir accès. On veut que ces secrets-là, que nous-mêmes, qu'on soit dans l'incapacité, même si nous on se fait hacker demain, que ça n'apporte aucun bénéfice pour voler les gens. Donc il y a des choses à bien le penser là-dedans. Et notamment pour tout ce qui est transmission de valeur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore pas forcément le vrai sujet. Tout le monde, c'est pas complètement emparé du sujet, mais c'est vrai que ça va devenir un vrai sujet. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs, quoi? Enfin, il y a un moment, voilà. Et donc, mettre en place. Alors, soit tu dis, ah bah moi j'ai donné mes clés à un notaire, ouais super, mais enfin le notaire, c'est pas le meilleur pour garder des secrets digitaux. S'il a écrit sur un bout de papier puis qu'il le met dans son coffre, tu as compris que la sécurité d'un notaire, c'est pas celle d'un coffre de banque. Donc voilà, bon, c'est pas terrible. Alors comment tu fais? Nous on s'imagine, ça c'est mon imagination, je sais pas, peut-être j'ai tort, mais aujourd'hui j'ai l'impression que la meilleure des stratégies pour justement le leg, c'est de faire ce qu'on appelle des time locks. C'est que tu dis, tu as une adresse et c'est une adresse particulière de stock sur lequel tu vas dire, moi je mets un time lock à 12 mois par exemple, à 1 an, et je dis que telle adresse, par exemple celle de mon enfant, peut venir claimer mes fonds si j'ai pas fait de preuve de vie avant la fin des 12 mois. Donc, quelque Ah part, ouais, finalement, tu vois, toi, tu es là, en gros, tu dois faire chaque année une preuve de vie on-chain pour ah ouais. resetter le time lock. Okay, et puis, si tu ne fais pas de preuve de vie pendant 12 mois, ça déloque le time lock. Et puis, ton héritier peut venir claim tes fonds et les récupérer. Et tout ça de manière cryptographique sans que ce soit un acteur Ah, centralisé oui. qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les axes aussi sur lesquels on veut essayer de travailler. Mais ça, c'est des axes plutôt très long terme. Pour le moment, on va vraiment se focaliser sur le Revolut on-chain. Mmh. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a offert les IBAN, pouvoir offrir aussi une carte, donc une carte à la Revolut aussi, une carte multidevise, mais qui est, encore une fois, qui dépense sur ton wallet. Donc pour dépenser sur ton wallet, il y a des choses on va dire, à bien prendre en compte, notamment le double spend, etc., puisque les gens vont pouvoir faire une allowance à la carte depuis leur wallet, fine, mais comme tu le sais, la carte, quand tu la passes, c'est 250 millisecondes l'autorisation, donc un quart de seconde, alors que on-chain, c'est pas un quart de seconde. Donc, tu as un potentiel risque aujourd'hui que le mec reverte la transaction d'un côté alors qu'elle est déjà passée du côté carte. Ouais. Bon, ça, c'est des choses qu'on doit gérer, mais ça se gère, ça se gère assez bien. Voilà, mais c'est des trucs qui vont arriver, c'est sur le chemin, c'est dans les tuyaux. Ouais, il y a des très, très belles choses. En tout cas, tu as vraiment une vision qui est très, très poussée, très, très avancée de la finance,
et de justement cet écosystème Web3. Et je trouve que tu as vraiment en toi cette philosophie Web3 qui se complète assez bien, comme tu nous l'as dit, avec d'autres chemins de pensée qui font que c'est super intéressant. Et on espère pouvoir t'avoir pour un prochain épisode de Token Talkers, parce que c'était ultra important et on pourrait parler, je pense, pendant des heures. Jean va pas me dire le contraire. Donc, mais en tout cas, trop bien. Merci vraiment infiniment pour ton intervention, pour le temps que tu as passé avec nous, la valeur que tu nous as apportée. Et puis, je te dis en tout cas à très vite, Arnaud. Bonne continuation. J'encourage tout le monde à aller voir justement monpèlerin.com. On met toutes les infos pour que les gens puissent venir te découvrir ou te redécouvrir. Merci à vous deux. Merci, c'était chouette. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Token Talkers.